Le château de Chantilly est au cœur du plus grand domaine foncier de France. 7800 hectares, où les promeneurs découvrent la forêt, les grandes écuries, l'hippodrome ou les fabuleux jardins d'André Le Nôtre. Mais c'est derrière les épais murs de pierre du château que se cache le véritable trésor de Chantilly, le musée Condé. Ici, le duc d'Aumale, dernier habitant des lieux, a réuni au XIXe siècle la plus importante collection française de peintures anciennes après le Louvre. Ces richesses inestimables, nous les découvrirons en compagnie de Nicole Garnier. Le général Millet nous contera les batailles des illustres qui habitèrent le château. Mathieu Deldic évoquera l'histoire mouvementée du bâtiment, alors qu'avec Steven et Florence, nous découvrirons l'envers du décor. Enfin, Olivier Bosque nous fera apprécier la Joconde de Chantilly. Le château de Chantilly, c'est un résumé de toute l'architecture française. Chaque siècle a laissé sa trace dans ce château, du XIVe au XIXe siècle, avec différentes étapes de construction, de destruction, de reconstruction. On est ici finalement devant l'histoire médiévale du château, avec ce plan triangulaire, avec ces grosses tours dont on a conservé finalement l'emprise. Et ici, on aperçoit le soubassement médiéval qui a été conservé malgré les destructions de la Révolution et sur lequel a été reconstruit au XIXe siècle le château de Chantilly. Il y a en fait deux châteaux à Chantilly. Un châtelet de la Renaissance qui a traversé les siècles sans dommage, et juste au-dessus, un autre bâtiment qui lui a connu plusieurs versions. La première est médiévale, elle a évolué et subsisté jusqu'au XVIIe siècle. La deuxième est classique et date du XVIIIe. Et enfin, la version actuelle est élevée au XIXe siècle par le duc d'Aumale. Le châtelet de la Renaissance retrouvant ainsi son grand frère, démoli après la Révolution. Le petit château, c'est ce petit château Renaissance bâti par Anne de Montmorency en 1560 grâce à l'aide de son architecte Jean Bulan. Anne de Montmorency, c'était un des plus grands personnages de la cour de François Ier et Henri II. Et ce petit châtelet, remanié au XVIIe siècle par l'architecte de Versailles Jules Hardouin-Mansart, permettait d'accueillir les fastueux appartements des princes de Condé. Le duc d'Aumale, grâce à son architecte Honoré Daumet, joue avec ce petit château Renaissance puisqu'il emprunte son style, le style Renaissance qu'on appelle néo-Renaissance au XIXe siècle, qui correspond aux mêmes ornements que ce petit château Renaissance. Derrière ces murs de la Renaissance, les Bourbons-Condé rivalisent avec Versailles. Nicole Garnier, conservateur général du musée, arpente ses couloirs depuis presque 24 ans. En véritable maîtresse des lieux, elle a publié plusieurs ouvrages inspirés par un patrimoine dont elle prend soin avec passion. Nous entrons ici dans les appartements historiques des princes de Condé, typiques de ces années du début du XVIIIe siècle, avec ces lambris blancs et or, magnifiquement décorés par des artisans qui travaillaient pour Versailles comme pour Chantilly, car au XVIIIe siècle, Chantilly était un lieu incontournable où venaient toutes les têtes couronnées, tous les ambassadeurs qui se rendaient en France. C'était un lieu extrêmement célèbre. Chantilly a une très riche collection de mobilier. Chacune des pièces du grand appartement historique des princes contient un mobilier royal du XVIIIe siècle. Que ce soit les mobiliers de Saint-Cloud commandés par Louis XVI et Marie-Antoinette, la commode de Louis XVI à Versailles. On a vraiment des mobiliers d'une qualité extrême, rachetés par le duc d'Aumale sur le commerce d'art, bien souvent au milieu du XIXe siècle. Alors la plus belle pièce de l'appartement des princes de Condé, c'est sans doute la grande singerie, qui a un goût pour l'exotisme à cette époque. Donc on a dans les angles des figures de Chinois et puis des singes, puisque le singe est un animal exotique qui permet aussi de se moquer de la vie de l'homme. Donc ce décor magnifique était l'antichambre en fait de l'appartement des princes de Condé et il donne, comme toujours dans les châteaux du début du XVIIIe siècle, sur la galerie qui est la pièce principale du château. Alors cette galerie, elle a été décorée à la demande du Grand Condé au XVIIe siècle. Elle a été aménagée par Jules Hardouin-Mansart, l'architecte de Versailles, et on peut y voir donc en 11 grands tableaux les grandes batailles gagnées par le Grand Condé sur tous les champs de bataille d'Europe. Jérôme Millet est administrateur du musée et il s'est pris de passion pour le Grand Condé, l'un de ses illustres prédécesseurs au poste de général des armées. Parmi les batailles qu'il aime raconter, il y a celle de Rocroi. Et bien sûr, c'est une victoire. Nous sommes le 19 mai
1643. Les Espagnols sont 28 000 à peu près, vous voyez, assez nettement plus nombreux que les Français. Au premier plan, on voit Condé avec son panache blanc. Dans le fond, devant Rocroi, ont déployé les Espagnols. La bataille s'engage mal, l'attaque est un peu désordonnée. Mais Condé, en fin stratège, décide une manœuvre qui sera déterminante. Il passe complètement avec toute la cavalerie derrière les lignes ennemies. Donc il a son grand panache blanc, il est en tête, paraît-il transfiguré, c'est Mars en action, avec une capacité d'entraînement, une rapidité tout à fait extraordinaire. À 10 heures, c'est fini, la victoire est complète. Et c'est une victoire qui aura un retentissement dans toute l'Europe. Le grand Condé est un homme de caractère. Ce prince de sang, cousin de Louis XIV, ne supporte pas de recevoir des ordres d'un Mazarin qu'il déteste. Il devient alors l'un des leaders de la Fronde. Il ira même jusqu'à trahir son roi et passera pour quelques années du côté espagnol. Et là, ce tableau s'appelle le repentir. Donc on voit Condé dans un uniforme de guerre qui demande aux trompettes de la renommée de taire les mauvaises victoires, les mauvais combats, ceux qui ont été menés contre la France, mais au contraire de célébrer celles qui ont été pour le roi, pour la France. Et on voit Clio, la déesse de l'histoire, qui arrache les mauvaises pages, celles qui racontaient les mauvais moments de Condé. Elle est assise sur Saturne, le dieu du temps que l'on reconnaît avec la faux et le sablier. Après la paix des Pyrénées, Condé revient en France. Il récupère Chantilly et demande à André le Nôtre, le futur jardinier de Versailles, de lui aménager le parc et les jardins qui entourent encore le château. C'est une grande époque pour le domaine. C'est aussi celle de l'intendant Vatel, dont les cuisines sont aujourd'hui dirigées par Jean-François Pic. Les visiteurs, même très jeunes, s'intéressent à une recette en particulier, une crème fouettée dont on dit qu'elle fut inventée ici. Bonjour les enfants, bienvenue au château de Chantilly pour faire et goûter la crème chantilly. Est-ce que vous savez avec quoi c'est fait? Non? Avec du lait à la base. Et le lait, on le passe à l'eau crémeuse et on en récupère la crème. Et c'est ça qui va permettre de faire la crème. Alors la crème, regardez, on la met sur des glaçons et il va falloir fouetter. Et pour fouetter, c'est facile. On tourne dans tous les sens pour faire de la mousse. Regardez. Ah bah, je vais vous faire voir, regardez. Là, vous voyez? Alors, qui veut essayer? Un à la fois et on tourne. Allez, commence. Allez, comme tu veux. Vas-y, tu tiens. On est parti. La grande question, c'est savoir, est-ce que la chantilly vient de Chantilly? Oui, la crème d'origine vient de Chantilly. À l'origine, à Chantilly, on produisait de la crème qui a fait que la crème chantilly prenne ce nom-là. Est-ce qu'elle a été inventée ici? On ne sait pas exactement. Est-ce que Vatel l'a inventée? Bah, on n'en a pas la certitude non plus. On sait que la technique est connue depuis le XVe siècle, donc bien avant Vatel. On sait que les premières traces sont italiennes. C'est Bartolomeo, un pâtissier italien, qui écrit les premières règles de la crème fouettée sucrée. On sait que la comtesse qui occupe les murs à l'époque fait importer sa crème d'Italie, parce qu'elle la trouve meilleure que celle de Chantilly. Et elle était italienne. Les enfants, quand ils le goûtent, en fait, on n'a pas cette sensation d'avoir quelque chose d'épais dans la bouche. C'est quelque chose de léger. Les seuls écrits de l'époque de Vatel, c'est Vatel a servi une crème douce, onctueuse et délicate à la fois. Surnommée à l'époque nuage de lait. Est-ce que vous savez comment on savait que la crème était bien montée? À l'époque du château, les cuisiniers faisaient une chose. Ils la prenaient, ils la tapaient, et hop, regardez, au-dessus de la tête. Et elle tombait pas, elle était dans le bol. Qu'est-ce qu'il veut mettre son doigt dedans? Allez-y. On est dans les cuisines que dirigeait Vatel. Vatel est officier pour le Grand Condé dans le domaine. Ici, ce sont les cuisines d'origine. Et puis, on essaye de garder une certaine idée de la restauration avec traditionnelle, classique, de la chantilly, beaucoup de chantilly. Et puis une cuisine simple, mais voilà, classique. Le domaine de Chantilly est l'un des joyaux du patrimoine français. Il est aussi l'œuvre d'un homme au destin exceptionnel, Henri d'Orléans, duc d'Aumale. Ce fils de Louis-Philippe, dernier roi des Français, a 8 ans quand il hérite en 1830 du château et de la fortune des Condé. Il n'aura de cesse tout au long de sa vie de rendre hommage à ses ancêtres et prédécesseurs. Dans ce but, il aménage sa résidence pour accueillir ses précieuses collections.
Sans descendant direct, il lègue le domaine de Chantilly à l'Institut de France, sous réserve qu'à sa mort, le musée Condé soit ouvert au public et que sa présentation soit préservée. Le duc d'Aumale a réuni une collection de plus de 800 tableaux à Chantilly, dont la qualité est inouïe. Il y a notamment une collection de tableaux italiens qui se trouve derrière moi et une collection de tableaux français. C'est le seul distinguo qu'il fasse entre tous ces tableaux. Sinon, ils sont accrochés bord à bord en fonction des formats des œuvres. Un autre noyau dur de la collection de Chantilly, c'est la collection de tableaux orientalistes. En effet, le duc d'Aumale, Henri d'Orléans, a vécu 7 ans en Algérie. Il était donc général, il combattait aux côtés de son frère aîné, le duc d'Orléans. C'est la colonisation de l'Algérie, bien sûr, mais c'est aussi l'époque romantique, l'époque où une branche du courant romantique va créer l'orientalisme. Et on peut voir ici toute une suite de superbes tableaux de cette époque. Le duc d'Aumale est né en 1822, il est mort en 1897. C'est un jeune général très brillant, il a une carrière politique et militaire qui lui est ouverte, il triomphe avec la prise de la Smala d'Abdelkader. Ensuite, il devient gouverneur général de l'Algérie, mais il y a une rupture dans la vie du duc d'Aumale, c'est la révolution de 1948. Son père, le roi Louis-Philippe, va être chassé du trône, et donc Aumale doit se réfugier en Angleterre où il va vivre exilé pendant 23 ans. Et c'est là, donc de 1852 à 1871, qu'il va collectionner l'essentiel de ce qui est aujourd'hui sur les murs de Chantilly. Alors l'idée force du duc d'Aumale, quand il achète tous ses chefs-d'œuvre, c'est d'acquérir à l'étranger tous les chefs-d'œuvre de la peinture qui sont sortis de France. Donc il les fait rentrer sur le territoire national. Sa devise, c'est « j'attendrai ». Il attend le retour en France, il attend de pouvoir léguer toute cette collection à la France, conserver à la France, comme il le dit dans son très beau testament en 1884. Et donc c'est une idée très patriotique, acquérir ces œuvres, les ramener sur le sol français et si possible illustrer l'histoire de France. Le cabinet des Clouets, c'est un joyau du musée Condé, c'est la collection de portraits français de la Renaissance la plus complète au monde. On peut y voir les portraits de tous les rois et reines de France au XVIe siècle, sous la Renaissance, comme par exemple le roi François Ier, ici probablement peint par Jean Clouet. On peut également y voir Anne de Montmorency, le constructeur du petit château de Chantilly. Catherine de Médicis, qu'on voit ici dans 4 portraits différents. Alors tous ces portraits ont été réunis par le duc d'Aumale, et cette collection est vraiment la plus complète qui soit de tous ces personnages historiques. Alors ici, nous allons découvrir le Santuario, le sanctuaire en italien, comme le duc d'Aumale l'a nommé. C'est là qu'il a installé 2 de ses chefs-d'œuvre de la peinture italienne, 2 des 3 Raphaël que nous avons à Chantilly. Le duc d'Aumale a acheté ces 2 tableaux de l'artiste majeur de la Renaissance italienne, que sont les 3 Grâces et la Madone d'Orléans. Et on a également, surtout je dirais peut-être, un ensemble complet de 40 enluminures médiévales dû à Jean Fouquet, et c'est vraiment le summum de la peinture sur parchemin, de l'enluminure médiévale telle qu'elle était pratiquée en France au XVe siècle. Alors, la collection de Chantilly est très importante, elle mérite une notoriété internationale, mais le testament du duc d'Aumale fait que nous ne pouvons ni modifier la présentation, ni surtout prêter les œuvres hors de Chantilly. De ce fait, elles ne sortent pas et ne peuvent être vues que sur place à Chantilly. Donc il faut venir nous voir pour découvrir tous ces trésors inestimables de l'art de la peinture, des bibliothèques aussi, puisque ces enluminures sont détachées d'un livre. Tout ceci ne peut être vu qu'à Chantilly. Au-delà des salles du musée, dans une partie inaccessible au public, Olivier Bosque, le responsable des archives, nous dirige vers ce qu'il appelle le cœur précieux de Chantilly. Ici, l'histoire de France croise celle des illustres résidents du château et se matérialise par des livres et des lettres soigneusement conservées. Le duc d'Aumale, lorsqu'il a pris la possession du château, a souhaité réunir dans cette pièce et dans les volumes qui nous entourent les témoignages, les lettres, les archives les plus importantes de l'histoire de Chantilly et de l'histoire de France. Donc là, nous avons par exemple une lettre qui date de juillet 1601, à la fois signée par Henri IV et écrite intégralement par le roi de France à Montmorency, dans lequel il lui demande à la fois des nouvelles de sa santé et aussi il lui demande d'ailleurs de nommer dans sa compagnie d'hommes d'armes un de ses protégés. Donc ce qui est tout à fait remarquable, c'est que nous avons ici à Chantilly des lettres qu'on ne pense pas trouver dans un château de l'Oise, parce que ce sont des lettres qui ont rapport pas uniquement à l'histoire du lieu, mais véritablement à l'histoire de France. C'est un fonds qui est ouvert à la recherche, aux universitaires, aux chercheurs, aux historiens. Et donc, nous faisons fonctionner une salle de lecture dans laquelle on accueille entre 500 et 600 lecteurs par an. Je consulte des mémoires de travaux du XVIIIe sur le château et le parc. Parce que je
fais des recherches sur un fontainier qui a travaillé au début du XVIIIe sur le réseau hydraulique. Je travaille sur un manuscrit qui date du XVe siècle et c'est ce qu'on appelle une chanson de geste, c'est des textes épiques du Moyen-Âge. C'est, comme vous pouvez le voir, un ouvrage qui est très très riche puisqu'on a beaucoup d'or qui a été utilisé pour les miniatures, il y a plusieurs couleurs d'encre et tout, donc c'est vraiment un ouvrage d'excellente facture, c'est incroyable. En plus des archives, les chercheurs ont accès au fond de la bibliothèque du théâtre, un lieu magnifique construit par le duc d'Aumale pour abriter près de 60 000 ouvrages. Le livre est la vraie passion du duc d'Aumale et il ne lésine pas sur les moyens. Pour les trésors de sa collection, il fait aménager une autre pièce du château, le cabinet des livres. C'est ici que l'on peut admirer les très riches heures du duc de Berry. Cet ouvrage, qu'Olivier Bosc surnomme « La petite Joconde de Chantilly », est un livre d'heures de la fin du Moyen-Âge, une forme d'agenda religieux à l'image des livres de psaumes. C'est un manuscrit sur parchemin. C'est 3 groupes d'artistes qui ont travaillé sur ce manuscrit pendant quasiment 80 ans. C'est un livre extrêmement célèbre, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore, qu'on ne sait pas sur ce manuscrit. Il a des côtés très aboutis et d'autres très, très inachevés. Ce qu'on sait, c'est que c'est un livre d'heures, ça c'est certain. Ce qui est frappant, c'est qu'on a à la fois des représentations de la vie quotidienne de l'époque, mais dans chacune des enluminures, on a des bâtiments. Et une des thèses concernant ce manuscrit, c'est que Jean de Berry, en passant commande, a voulu aussi réaliser une espèce d'état des lieux de ses propriétés. Mais il y a d'autres enluminures dans ce manuscrit. Le fait aussi qu'il y en ait... On n'est pas loin de 200, c'est très rare. On est une époque où l'image est rare. Plus on remonte dans le temps, moins il y a d'images. C'est une époque aussi où on ne peint pas de tableaux. Donc les tableaux, à cette époque-là, à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, sont encore dans les livres. Donc les plus grands artistes, ils ne peignent pas de tableaux, mais ils peignent des livres. Comme disait le philosophe Walter Benjamin, il y a une aura de l'œuvre d'art. C'est sans doute parmi les manuscrits les plus célèbres au monde. C'est une grande chance qu'il soit à Chantilly, dans le château qu'il a abrité depuis plusieurs siècles. Le duc d'Aumale est considéré comme le plus grand collectionneur de son temps. Les œuvres réunies au musée Condé en sont la preuve. Dès le milieu du XIXe siècle, il s'intéresse à une nouvelle technique de reproduction, la photographie. Et il commence naturellement par faire venir des photographes dans son domaine. Le résultat est ici, dans ses classeurs, au dernier étage du château. C'est Astrid, l'assistante de conservation du musée, qui nous les fait découvrir. On a également des photos du château, on en a même des assez impressionnantes avant que le château ne soit reconstruit, donc avec seulement le soubassement médiéval qui reste et le grand château 19e du duc d'Aumale n'est pas encore reconstruit. Le duc d'Aumale perçoit rapidement toute l'importance de cet art nouveau. Il commence alors une nouvelle collection. Et comme pour les peintures, il accumule les œuvres des meilleurs artistes de l'époque. On a ici au musée Condé à peu près 1700 photographies anciennes, principalement les primitifs de la photographie avec Gustave Legray, Baldus. Donc par exemple ici c'est des vues de Paris, on va avoir des vues du Louvre, de la place à Châtelet, etc. Ou alors les très belles marines, donc des paysages de Gustave Legray. Ces photos de la rade de Brest sont ce qu'on fait de mieux à l'époque. La définition est remarquable. Et surtout, Gustave Legray emploie une technique originale. Il utilise 2 plaques de verre qui lui permettent de rendre à la fois le mouvement des flots et le dégradé du ciel. À Londres, ces marines sont en vitrine de tous les marchands de gravure. Son brick au clair de lune sera l'une des photos les plus diffusées de l'époque. Mais ça n'est pas le seul bijou de la collection. Il y a dans les armoires du château les images du tout premier reportage de guerre. Ce sont des photos de Roger Fenton, qui est parti comme un reporter pour photographier la guerre de Crimée. Il a été envoyé pour prendre le siège de Sébastopol. On voit par exemple ici un soldat blessé avec une infirmière lui servir un verre et puis prendre soin du soldat blessé. Ces chefs-d'œuvre seront bientôt exposés au rez-de-chaussée du petit château. 5 pièces des appartements de la duchesse et du duc d'Aumale sont en pleine restauration. C'est Stéphane Lauvenier, le directeur du parc et des bâtiments, qui coordonne les travaux. Alors, nous sommes dans le petit château. Il y a une grande campagne de travaux qui est en cours. Le parquet qu'on voit à droite et à gauche et qui est en cours de démontage pour être restauré.
C'est tout un ensemble de pièces qui datent du 19e siècle, du début du 19e siècle, et qui n'ont jamais été restaurées encore. Et donc maintenant, pour la première fois, on retrouve des pièces dans l'argile, on voit très bien qu'il y a pas mal de choses à faire. Tout a été sculpté dans du bois, mais certaines parties ont complètement disparu, ça a été arraché quelque part au cours des 150 dernières années, donc c'est à refaire. Et après, il faut redorer. Dans un chantier comme ça, il y a toujours la dorure, c'est littéralement de l'or qui est mis sur les murs. Donc c'est toujours la partie la plus chère, mais une des parties les plus spectaculaires de tout le chantier quand même. Le château n'en est pas à sa première campagne de restauration. Depuis 2005, et pour 25 ans, une fondation financée à égalité par le prince Aga Khan et le ministère de la Culture entreprend la rénovation de l'ensemble du domaine. Le petit château, par exemple, a vu son premier étage complètement restauré. Mais désormais, c'est le rez-de-chaussée qui pose problème. Une partie des murs a été construite sur du remblai qui, au fil des siècles et à cause des infiltrations d'eau, a tendance à se tasser. Dans une petite pièce comme ça, on a fait le relevé, c'est assez drôle. On a 8 cm de différence entre un mur et l'autre, ce qui fait que tout le parquet est un peu comme ça, et donc ça se voit sur ces lambris qui suivent le mouvement et qu'il va falloir qu'on redresse. Et l'histoire de ces pièces est en fait assez marrante. C'est que le duc de Mal a vécu là-dedans au début de sa vie, en fait, quand il était jeune marié, il avait hérité le château, il a tout aménagé ici. Il a dû partir quand son père, Louis-Philippe, a été chassé comme roi de France. Il est parti en exil en Angleterre. Et quand il est revenu, tout était toujours là, à leur place, tel qu'il avait quitté plus que 30 ans avant. Et c'était trop douloureux pour lui de rentrer dans cette période de sa vie qui était complètement révolue. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fermé la porte. Il a dit « Ceci, c'est mon mausolée, je n'y rentre plus jamais ». C'est le seul décor qui est encore dans l'état, en fait, de la monarchie de Louis-Philippe. Le duc de Mal pourrait revenir ici, quasiment tout serait encore sur place. Ce mausolée, il faut bien l'entretenir et le préserver des outrages du temps. C'est le rôle de Florence Adam, qui travaille de concert avec Nicole Garnier à la restauration des tableaux de Chantilly. Bonjour Florence. Bonjour Nicole. Tu travailles sur Henri II de Bourbon-Condé? Oui, voilà, là je suis en train d'enlever le vernis, enfin de l'alléger dans cette zone Oui. qu'on avait laissé comme témoin. Au début, lorsque j'ai fait la première observation, j'avais bien vu qu'il y avait en effet des lignes, vous voyez, on les voit bien, qui correspondaient, qui peuvent être des coutures, des agrandissements. Et il m'a fallu du temps et la collaboration des conservateurs pour arriver à bien comprendre que c'était un réaménagement, sans doute, fin 17e ou 18e siècle. L'original est dans le carré, Oui. voilà, bleu, et puis toutes les parties ont été rajoutées pour en faire un format rectangulaire. En restauration, c'est très important que nous travaillions ensemble, justement, parce que Florence cherche à comprendre le tableau. Nous, on peut lui apporter certains éléments ou pas, et voilà, on a tous à apprendre les uns des autres. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Moi, je regarde la matière, je fais des petits tests, j'essaie de comprendre, et puis après, elle vient, et puis elle me dit, bon ben voilà, ça peut correspondre à un moment de l'histoire de l'œuvre que moi, je ne connais pas forcément. C'est la base du métier de conservateur, c'est de préserver ses collections pour pouvoir les transmettre aux générations futures dans le meilleur état possible. Je suis le marquis de Mascarille. Oui, je suis un ami du prince de Condé qui nous reçoit aujourd'hui. Il est parti à la chasse et puis il m'a demandé à moi de vous accueillir. Et vous savez quoi? On va être des vrais princes et princesses. Des gens courageux, très élégants et surtout très gentils. Le château de Chantilly accueille près de 500 000 visiteurs par an. Parmi eux, cette classe de maternelle de Mitry Maury. Costumés et guidés par le cocasse marquis de Mascarille, les enfants vont se mettre dans les pas des princes et princesses qui ont fait l'histoire de France. Une approche ludique, mais aussi instructive. Oh, que c'est beau! Est-ce que vous savez comment on disait bonjour au roi? Un tour de rôle. Un deuxième tour dans l'autre sens. Un troisième tour. On se retourne vers les messieurs, la révérence. Et là, messieurs, applaudissez. Ah oui, jeune phrase, bravo. Oh, que c'est beau. Tous ces animaux, exotiques pour certains, se trouvaient dans le parc du château. Ils servaient à l'étude de nos princes et princesses. Ils étudiaient ces animaux qui étaient là autour d'eux.
Et regardez, le prince, il est là encore, notre prince qui a bien voulu nous recevoir au château. Et voici que vous venez de recevoir une lettre d'invitation au bal. La princesse Victoria et le prince Adèle. Le but, c'est que ce soit historique, mais ils n'ont pas forcément encore en âge de retenir toutes les choses, de pouvoir les analyser. C'est pour ça qu'on fait des choses de l'ordre de l'action, de les faire tourner les robes, de faire une révérence pour déjà susciter leur concentration, leur mémoire, voilà. Et pour les jeunes garçons, de faire travailler leur imaginaire aussi, et puis leur montrer à quel point c'est important, à quel point ça peut leur apporter du bonheur, tout simplement, et puis et de l'amusement, enfin, de la vie, quoi. Le duc d'Aumale fut le dernier habitant de cette demeure princière, et il est toujours l'âme de ce lieu. Grâce à lui, Chantilly est devenu un château-musée accessible à tous. Un écrin de richesse préservé, où le charme de l'histoire continue d'opérer. À quelques mètres d'ici se trouve le patient qui vit avec un cœur greffé et devant vous les hommes qui sont responsables. 27 avril 1968.